Amoureuse, ethnologue, femme engagée, résistante et militante, on parle ce matin de la vie d'Eugénie Eboué-Tell, qui ne fut pas qu'une femme d'eux dans l'ombre de son époux Félix Eboué. Née en Guyane en 1889, elle aura traversé tout le XXe siècle de Cayenne au Tchad, en passant par la Centrafrique, le Soudan, la Martinique, la Guadeloupe et l'Île-de-France dans l'Hexagone. Pour en parler, Guillaume Villemot est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Victor. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Guillaume Villemot. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, Eugénie Eboué, portrait au pluriel d'une combattante. C'est paru aux éditions Dumerchez. On apprend beaucoup de choses sur qui était cette femme finalement, sa vision du monde et ses nombreux engagements. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de revenir du coup sur sa vie et son parcours, j'aimerais déjà qu'on s'arrête sur ce qui s'est passé la semaine dernière, puisque vous êtes allé à Saint-Laurent pour le 50e anniversaire du collège Eugénie Eboué. Qu'est-ce que vous avez fait avec les élèves, Guillaume Villemot? Comment ça s'est passé et surtout à quel point ils se sont approprié, on va dire, le personnage d'Eugénie Eboué. Écoutez, ça a été un séjour absolument enchanteur et passionnant, parce qu'on a eu moi j'ai travaillé pendant une semaine quasiment avec les jeunes dans le cadre du programme effectivement des 50 ans, où ils ont découvert, où ils ont plongé dans la vie d'Eugénie. Ça s'est traduit par une exposition qu'ils ont organisée, qu'ils ont eux-mêmes scénarisé et qui nous ont fait les petits cartels pour présenter les photos, les différents documents qu'ils avaient. Et puis, ça a été aussi une occasion pour eux de jouer les textes d'Eugénie. C'est-à-dire qu'ils avaient, avec leur prof de français, sélectionné un certain nombre d'extraits de ses discours et qu'ils ont joué lors de l'inauguration de l'exposition et de la soirée autour des 50 ans du collège. Et c'était impressionnant de voir à quel point, pour eux, Eugénie était un personnage qui était d'abord un personnage très actuel, à quel point les textes qu'ils ont lus et qu'ils ont joués résonnaient dans un vrai quotidien. Et je crois que pour eux, ça a été une façon de s'approprier quelqu'un dont ils voyaient le nom tous les matins à côté de Liberté, Égalité, Fraternité en rentrant au collège, et sans pour autant réellement savoir qui elle était et ce qu'elle avait fait. Il y avait à la fois de la découverte, de l'intérêt et en même temps de la fierté. D'abord parce que c'est ce que je leur ai dit, vous êtes le seul collège au monde à porter le nom d'Eugénie Eboué, donc c'est une forme de responsabilité. Mais du coup de se dire que oui, cette femme-là, c'est une femme qui était une femme importante, qui est une femme qui est différente et qui est une femme pour laquelle le message est important et peut encore aujourd'hui se traduire dans plein de secteurs. Et du coup, c'est un petit peu à l'image finalement de ce qui se passe à l'échelle de toute la société. Voilà, sur le fait que c'est un nom qu'on entend de temps en temps, mais finalement sans véritablement savoir qui elle était, à la fois en Guyane, mais aussi dans le reste de la France. Oui, moi j'ai croisé plein de fois sans le savoir finalement le parcours d'Eugénie, parce qu'on a été tous les deux élus dans la même commune en Île-de-France, et le nom d'Eugénie, honnêtement, moi c'est pas un nom qui existait ou qui résonnait dans un quelconque panthéon personnel. Celui de Félix un peu plus, et c'est d'ailleurs en travaillant au départ sur Félix que j'ai découvert qui était Eugénie. Et je pense qu'Eugénie, elle est restée très longtemps cachée derrière la personnalité de Félix Eboué. Elle a, à la disparition de Félix Eboué il y a 80 ans cette année, elle a mené deux grands combats qui ont été à la fois le combat de la mémoire de Félix Eboué et ses combats politiques qui étaient un peu la poursuite des engagements politiques de Eboué. Et finalement, elle s'est effacée derrière la personnalité de Félix, mais c'est peut-être été aussi son choix, même si c'était une femme de caractère, c'était une femme forte, c'était une femme qui avait des vraies convictions, qui avait des convictions à elle, et son nom, oui, petit à petit, s'est délité de nos mémoires. Et elle s'est effacée durant sa propre vie, mais aussi l'histoire l'a effacée du coup après sa propre mort. Oui, c'était assez facile. Ça, du coup, les historiens n'ont pas eu trop à se compliquer l'existence ou les programmes scolaires de dire, Eugénie, elle n'existe pas. Or, Eugénie, aujourd'hui, ça reste la seule femme à avoir siégé aux 3 assemblées de la République, ce qui est pas rien quand même, puisqu'elle a été sénatrice, elle a été d'abord députée de la Constituante, ensuite elle a été sénatrice, ensuite elle a été membre du Conseil économique, social et environnemental, elle a été élue locale 2 fois, une fois en Guadeloupe, une fois en Île-de-France. Donc c'est quelqu'un qui a un parcours atypique. Vous avez commencé à nous l'expliquer un petit peu, mais j'aimerais qu'on revienne sur cet aspect-là des choses. Comment est-ce que vous en êtes arrivé, Guillaume Villemot, à vouloir vous intéresser à sa vie et à son parcours, et surtout qu'est-ce qui vous a marqué finalement au point de vouloir écrire ce livre dont on parle ce matin? Je crois que c'est ce que me disait quand on a fait la conférence à Saint-Laurent. Je reviens là-dessus 2 secondes, parce que à la fin de la conférence, il y a quelqu'un qui a pris la parole et qui a dit: mais vous savez que dans cette salle, il y a la petite fille
d'un des témoins de mariage, du mariage d'Eugénie et de Félix, puisqu'ils se sont mariés à Saint-Laurent. Il y avait une dame de 90 ans, qui est la petite fille de Monsieur Barcarel, qui était là. Et qui, à un moment donné, j'étais avec mon épouse et elle s'est tournée vers ma femme en lui disant, mais vous êtes pas un peu jalouse parce qu'il est tombé amoureux, votre mari, quand même, d'Eugénie. Et je pense qu'il y a une forme de ça. C'est-à-dire que je trouve que elle a une modernité, enfin, moi, j'aime bien les femmes de caractère, et je trouve qu'elle a ça. C'est-à-dire que Eugénie, elle incarne ça. C'est quelqu'un qui existe en tant que tel, même si, encore une fois, elle a effectivement disparu. Et c'est moi, en faisant donc des travaux sur Félix et sur ce que j'appelle les mémoires aux oubliés, c'est-à-dire tous ces personnages, que ce soit dans le monde ultramarin, mais si vous prenez la Corse, la place de Pascal Paoli, aujourd'hui, elle est absente des livres d'histoire française, alors qu'elle est importante dans l'histoire américaine. Vous avez 10 villes aux États-Unis qui portent directement ou indirectement le nom de Pascal Paoli. Il est présent quand vous promenez dans Londres, vous avez des plaques bleues qui indiquent le passage de Pascal Paoli, et en France, on ne sait pas qui était Pascal Paoli, or c'est la première constitution. Et donc, tous ces personnages qui ont été au fur et à mesure effacés, moi, m'intéressent parce que finalement, ils sont aussi le signe de beaucoup de blessures aujourd'hui. Et donc, c'était une façon de remettre en lumière un personnage comme Eugénie, qui est à la fois un personnage d'histoire, mais encore une fois, quelqu'un d'excessivement moderne dans ses engagements. Est-ce qu'elle a une vie finalement difficile à résumer? Elle n'était pas qu'une femme politique, elle n'était pas qu'une militante, et c'est une des raisons finalement qui peut expliquer que on a du mal aujourd'hui, avec nos yeux 2024, à véritablement cerner qui était cette femme. Oui, alors c'est pour ça que par exemple, j'ai demandé à ce qu'on ait un S à portrait, parce qu'il y a plein de facettes à son personnage, et ensuite c'est quelqu'un qui n'est pas d'un territoire. Donc c'est difficile effectivement de l'accrocher et de lui créer une histoire ou de l'imaginer quelque part, puisque elle est aussi bien très présente en Afrique au travers de l'image de Félix Éboué, qui pour le coup a une image encore très forte en Afrique. Elle a une image très forte aux États-Unis. Il faut savoir que quelqu'un comme Kamala Harris, qui est la vice-présidente américaine, se reconnaît et cite Eugénie Éboué comme faisant partie des femmes qui l'ont inspirée à un moment donné, comme Morrison, comme un certain nombre d'autres femmes noires américaines. Et donc du coup, Eugénie, son image, elle est devenue un peu plus mondialisée, et ce qui fait que c'est difficile de l'attacher à un territoire. Et puis, si on prend l'exemple de la Guyane, c'est le seul territoire où elle va finalement faire ce que moi je considère comme étant une erreur politique, en tout cas, quand elle voudra se présenter et qu'elle se fera battre. On reviendra évidemment sur ces liens avec la Guyane. Je le dis quand même pour nos auditeurs, votre livre, en fait, il est découpé en plusieurs portraits, finalement, en plusieurs chapitres. C'est pas juste une biographie. J'ai l'impression que vous avez essayé de mettre en avant la richesse en fait de son parcours et de ses idées, en n'ayant pas uniquement une approche biographique finalement de sa naissance à sa mort. En me parlant tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était une femme curieuse. Est-ce que c'est pour ça que vous avez voulu révéler en quelque sorte la richesse de cette femme ethnologue, résistante, militante? Sa vie, elle a été quand même sacrément plurielle. Oui, mais parce que je pense que c'est ça qui est intéressant dans les parcours des gens, et c'est d'avoir cette curiosité de l'autre. Enfin, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Mais elle a cette curiosité-là, c'est-à-dire que, il faut imaginer dans un monde où il y a pas d'internet, pas de radio, pas de télé, pas de téléphone, pas de train, bref, il y a 100 ans, cette femme qui part de Saint-Laurent-du-Maroni, éperdument amoureuse de son Félix, pour aller se retrouver dans le fin fond du Tchad, où il fallait prendre le bateau pendant des semaines, ensuite marcher, reprendre un bateau sur le fleuve, essayer de prendre un bout de train, etc. Et qui accepte de le faire et qui se passionne pour son territoire-là. Parce qu'elle a cette curiosité-là, parce qu'elle a cette curiosité de la culture des autres. Et ça, je crois que c'est un très grand point commun entre Félix et Eugénie, c'est cette curiosité des autres. Et le travail d'ethnologue qu'ils ont fait ensemble pour décoder les langages sifflés et tambourinés, entre autres de l'Ouest africain, d'abord, sont considérés encore aujourd'hui comme étant des travaux de référence. Et la deuxième chose, c'est que ça montre à quel point elle s'intéressait aux autres. Elle s'est tellement intéressée aux autres qu'elle a appris la façon de sculpter le bois. Moi, j'ai vu chez sa belle-fille, elle a un porte-manteau qui est fait en bois sculpté, fait par Eugénie. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que il y a eu, mais grâce à vous, une interview de la principale du collège la semaine dernière, et un des cousins d'Eugénie Téléboué a téléphoné à la principale en disant: mais moi, j'ai des affaires, et il m'a envoyé des photos de tableaux faits par Eugénie en pyrogravure, qui sont assez étonnants. Et voilà, et c'est ça Eugénie, c'est-à-dire qu'elle est à la fois touche à tout, mais
pas touche à tout au sens dilettante, c'est-à-dire qu'elle va s'intéresser à toutes ces facettes de toutes les personnalités, de toutes les cultures, de tous les pays dans lesquels elle va, et en même temps, elle va l'exprimer de plein de façons différentes. Justement, sur cet aspect-là, on va dire sur l'aspect de recherche que vous avez pu faire, comment est-ce que vous avez travaillé, et se pose en creux la question de voilà sa place dans les archives. Est-ce qu'on a beaucoup de choses finalement pour arriver à savoir et à suivre son parcours de sa naissance jusqu'à sa mort? Alors moi j'ai eu la chance de retrouver, d'abord de travailler avec la famille Eboué, ce qui fait que j'ai eu accès à beaucoup d'archives, des archives personnelles, à des photos, à des dessins, enfin des textes pardon, à des extraits de discours, etc. Ensuite il y a eu un travail qui a été fait il y a plusieurs années par Jean-Claude Degras, qui est un Guyanais qui maintenant vit en Guadeloupe, qui a été le premier à faire une biographie sur Eugénie Eboué et qui permettait comme ça d'organiser et de fixer un peu les choses. Après, c'est un travail au travers de ce qui est amusant, c'est que finalement, on découvre la personnalité d'Eugénie au travers des biographies qui ont été faites sur Félix. Il y a eu pas mal de biographies qui ont été faites juste après sa mort. Alors la première qui a été faite, c'est celle qui a été faite par René Maran, premier prix Goncourt noir en 1923 et 1922 pardon. Et ce qui est hallucinant, c'est que Maran, qui était très proche des Eboué, fait sa biographie sur Félix. Il n'y a pas un mot sur Eugénie. Tiens, c'est bizarre quand même. Et en revanche, il y a d'autres textes qui ont été publiés peu de temps après la disparition de Félix qui montrent bien la place d'Eugénie. Et puis elle a écrit des textes, alors elle n'a jamais publié de mémoire, ça ne s'est jamais intéressé à ça. Et puis vous avez des fonds qui sont à l'Institut Charles de Gaulle, mais qui sont aussi visibles à l'Ordre de la Libération, qui ont été donnés par la famille, donc on retrouve pas mal de choses. Vous avez dit quelques mots sur René Maran, son rapport à elle au colonialisme, c'est quoi? Elle se situe où dans cette époque-là, Guillaume Villemot? Félix Eboué, il a quand même eu une longue carrière dans l'administration coloniale, mais son regard à elle sur ce qu'elle voyait, sur ce qu'elle constatait dans la France coloniale du début du XXe siècle, qu'est-ce qu'on peut en dire finalement? Alors, moi je crois que ça fait partie de ces gens qui ont une prise de conscience. D'abord, c'est un choix de partir en Afrique, c'est-à-dire que c'est le choix que fait Félix, petit-fils d'esclave, que de découvrir l'Afrique, parce que c'est la terre de ses ancêtres et qu'il a besoin de comprendre ce qu'il fait là. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'ils sont d'une école, appelons ça comme ça, qui est celle de Savourian de Brazza ou celle de Lyotet, qui disait on parle avec le cœur, on parle pas avec la tête. Et donc il faut comprendre les gens. Il faut savoir que Eboué faisait partie de ces gens qui étaient rarissimes à l'époque, c'est qu'il ne prenait pas d'interprète, il apprenait les langues locales parce qu'il considérait que c'était indispensable de comprendre ce que les gens disaient et que c'était indispensable d'avoir ce lien avec les gens. Le travail qu'il va faire, lui, en tant qu'administrateur colonial, il est là pour représenter l'État et ce que ça représente de bien et de pas bien. Ce qui est certain, c'est que quand on regarde les travaux qu'ils vont faire, d'abord, la réalité des travaux qu'ils vont mettre en place en Martinique et en Guadeloupe sont une approche terriblement sociale pour l'époque. C'est-à-dire que quand ils organisent le bal bleu-blanc-rouge en Guadeloupe pour le 14 juillet, où ils invitent l'ensemble des communautés, ils sont autant détestés par les Noirs que par les Blancs. Et finalement, ils réussissent à faire ce bal qui réunit tout le monde. Il y a une vraie cabale qui est organisée contre Eboué pour le faire partir par les Békés qui considèrent que vraiment sa place n'est pas là et qui les met en danger. En Afrique, quand Félix rejoint la France libre, une partie de la France libre de l'époque les appelle Bamboula premier et Bamboula première, en parlant de Félix et de J. Donc ils sont victimes de ça. À aucun moment ils n'en font un acte revendicatif, c'est-à-dire qu'ils se disent non mais ce racisme on va le combattre, etc. Ils passent outre ça et en revanche ils seront les premiers à imposer le fait qu'il y ait une libération des territoires. À aucun moment, on va pas se raconter d'histoire, à aucun moment Félix ne parle d'indépendance, c'est pas dans ses propos. En revanche, il parle d'autonomisation. En revanche, il dit bien qu'il faut redonner aux acteurs locaux, aux communes, aux villages, leur pouvoir et leurs pouvoirs locaux, que les lois de la République imaginées à Paris ne peuvent pas s'appliquer dans les territoires qui sont qui font partie de l'empire colonial de l'époque. Et donc, ils ont une vision qui est une vision, à mon sens, moderne pour l'époque, peut-être archaïque pour aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais en tout cas moderne pour l'époque et assez dérangeante par rapport à l'intelligentsia. Et la vision de Félix, c'est exactement la même que celle d'Eugénie? Il y a vraiment, moi je dis toujours que c'est pas deux pièces de Pulse qui s'emboîtent, c'est deux faces d'une médaille. Donc il y a avec chacun des dessins différents de chaque côté, mais qui en revanche font une vraie pièce et une pièce forte entre les deux. Et ils sont très complémentaires. Il y a pas, et au travers de tous les textes, à la fois les témoignages de leur fille Ginette, à la fois au travers des bouquins qui ont pu être écrits juste après la disparition de Félix, on voit à quel point il n'y a aucune décision qui est prise l'un sans l'autre. Félix fait lire ses discours devant sa femme et ses enfants, etc. Guillaume Villemot, vous avez commencé à parler de la France libre il y a quelques minutes. Qu'est-ce qui se passe avec l'appel du 18 juin du général de Gaulle? Parce que là, c'est le départ en quelque sorte, pas d'une nouvelle vie, mais en tout cas d'une autre facette, encore une, du couple Eboué, là, et pas juste Eugénie.
Comment il s'appelle Eboué a été envoyé comme gouverneur au Tchad, c'est le premier gouverneur noir. Il prend à l'époque des tombereaux d'ailleurs d'insultes de la part de la presse nationaliste, qu'elle soit italienne ou qu'elle soit française. Et quand il entend l'appel, parce qu'il entend réellement l'appel du général de Gaulle, lui dit il n'est pas possible que on se limite on rende les armes et que on s'adosse à ces gouvernements fascistes, c'est impensable. Et donc il va réunir autour de lui d'abord sa femme en disant mais tu sais que si on fait ça, leur fille à l'époque est pensionnaire à Paris, Charles et leur autre fils est au Caire, mais les deux fils de Félix qu'il a eu quand il était en Afrique sont engagés dans l'armée et vont être prisonniers avec Senghor. Ils disent si jamais on résiste, ça va être compliqué pour les enfants. Oui. Ils prennent la décision ensemble de s'engager dans la résistance. Et en faisant ça, ils embarquent avec eux une partie de l'armée qui était sur place, qui est plutôt la partie la plus jeune, et qui se dit, non, on n'a pas tiré une seule balle, c'est pas possible qu'on rende les armes. Pour De Gaulle, c'est essentiel parce qu'à partir du moment où Eboué s'engage derrière De Gaulle passe du statut de rebelle général félon, pour reprendre le terme de Vichy, où il est tout seul avec une centaine de personnes derrière lui, mais où il n'a pas de légitimité, tout d'un coup il se retrouve avec un pays, un territoire, une population, une frontière, des richesses, parce qu'il y a des productions locales, une armée, et donc du coup son statut va changer, et du coup le regard des Anglais sur De Gaulle va changer. Donc l'entrée de Eboué dans la Seconde Guerre mondiale et son ralliement à De Gaulle est essentiel, y compris dans la place que prendra la France à la Libération. Et le couple Eboué, là pour le coup, restera gaulliste jusqu'à la fin de leur vie. Eugénie dira toujours qu'elle est autant socialiste que gaulliste. Ouais. Elle veut pas faire de choix. Ouais, c'est la question que j'allais vous poser politiquement. On la classe où elle est de gauche tout en se réclamant d'une espèce de gaullisme social. Oui, exactement. Ils sont issus tous les deux de la SFIO, ça c'est clair. Ouais. Mais c'est ce qu'on a appelé effectivement le gaullisme social, c'est-à-dire quelque chose qui plus récemment a pu être incarné par quelqu'un comme Philippe Séguin. Mais en tout cas, il y a la dimension sociale. Elle est essentielle dans le parcours politique d'Eugénie. Alors, quand même, un mot sur, non pas son mari, mais son couple. Le premier chapitre, d'ailleurs, de votre livre, c'est le portrait d'une amoureuse. Il formait quel genre de couple, quel genre de duo? Félix et Eugénie, j'ai l'impression que c'était une fusion autant amoureuse, en quelque sorte, que politique et militante. Absolument. Les lettres, moi j'ai eu la chance d'accéder à un certain nombre de lettres et d'échanges amoureux entre les deux. Et c'est très touchant. Moi, je compare ça un peu au texte, aux lettres qui sont échangées entre Churchill et son épouse. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du quotidien qui est raconté de façon très simple, elle donne les notes des enfants, etc. Et en même temps, il y a une tendresse infinie entre les deux. Enfin, le premier mot moi que je reproduis dans le livre, c'est au moment de ses fiançailles. Félix repart de Saint-Laurent, il revient à Cayenne, et c'est la veille de la Saint-Félix, et elle lui envoie comme cadeau un fume-cigarette sur lequel elle a fait graver son prénom, et elle lui dit, comme ça, à chaque fois que vous fumerez, vous pourrez penser à moi, et je vous laisse mon cœur, et ça. Il y a une énorme tendresse, il y a un énorme respect, il y a un profond amour. Le jour de la mort de Félix, pour Eugénie, c'est vraiment son monde s'écroule, et c'est là où elle a une force hallucinante, c'est que elle aurait pu n'être que la veuve de Félix Eboué. Et ben non, elle repart au combat. Quand elle va rentrer dans l'Hexagone, leur maison aura été pillée. C'est pas grave, elle va la reconstruire, elle va la réinstaller, etc. Donc c'est cette fusion avec Félix fait que c'est ce qui va la porter jusqu'au bout, et toute sa vie. C'est très amusant quand vous regardez la façon dont elle signe. Elle utilise toujours ses deux noms de famille, ce qui à l'époque est rare. Oui. Elle signe toujours Eugénie Tell Eboué. Et quand elle, par exemple, elle va se présenter ici en Guyane, sur ses tracts, il y a marqué Madame Félix Eboué Tell, veuve Eboué. Donc elle met tous les noms ensemble, mais il y a ce lien fort entre les deux qui s'arrêtera jamais. Et alors pourquoi avoir appelé du coup votre livre Eugénie Eboué, seulement portrait d'une combattante, et ne pas avoir mis le tel? Je me suis fait taper sur les doigts par une institutrice, une professeure au collège Tell Eboué à Saint-Laurent, et c'est une erreur, et je n'aurais pas dû le faire comme ça. Et donc si on le réimprime en remettant le nom de Tell. Les liens entre Eugénie Tell Eboué et la Guyane, Guillaume Vimot. On l'a dit, elle est née en Guyane, institutrice à Saint-Laurent, puis ensuite elle a suivi son mari en Afrique quelques mois juste après leur mariage. Dans les années 50, après avoir été élue en Guadeloupe, elle va essayer de revenir en Guyane, mais là elle sera battue. Mis à part cet échec politique-là, à quel point c'était une Guyanaise finalement? Je crois que c'était une Guyanaise dans le sens où elle avait ce mélange de culture, cette ouverture finalement sur les autres, qui est
pour moi un trait fort de la Guyane. Elle était guyanaise en ce sens où son père avait quand même un rôle important dans l'administration locale de l'époque, puisque c'était le patron du bagne, et ça a été le premier Guyanais à être patron de cette institution. Elle était guyanaise dans le sens de l'ouverture, dans le sens de la curiosité, dans le sens de ce mélange finalement de plein de cultures et d'origines différentes. Et je pense qu'elle a été profondément attachée à la Guyane, ça c'est indiscutable, et elle le dit, et c'est pas qu'un acte électoral. Elle est profondément meurtrie de se faire battre aux élections sénatoriales, mais là elle pêche par excès d'orgueil. Elle est tellement persuadée que son nom suffira à la faire élire que finalement elle fait peu ou pas campagne, et en tout cas pas contre le système, et elle se fait battre. Je pense qu'elle pourtant, et je me permets de vous couper, que son regard sur la situation guyanaise à l'époque est pour le coup assez juste. Ah oui, puisqu'elle ce qu'elle dit sur l'état de la situation du pays, en disant c'est un des pays les plus riches, il y a énormément de choses, mais pourtant il manque des routes, il manque des hôpitaux, il manque des écoles, il manque des infrastructures et des moyens d'exporter tout ce qui existe. Et ça le dit en 1954, c'est bien exactement. Ça, au moment où elle se présente ici, et sa défaite ici, finalement, ça marque la fin de son engagement national. C'est-à-dire qu'elle n'ira pas ailleurs, mais elle reviendra, ne serait-ce que pour l'inauguration de la sculpture de Félix ici sur la place des Palmistes, où c'est elle qui imposera la phrase. Moi, j'ai retrouvé une lettre d'échange entre De Gaulle et elle, où elle impose la phrase qui est la citation de Malraux sous la statue de Eboué sur la place des Palmistes, et c'est elle qui la choisira. Donc elle est vraiment très impliquée, mais voilà, les liens se sont distendus, mais pourtant c'est naturel qu'ici il y ait ce collège qui porte son nom. Alors je le reprécise et je le rappelle quand même, seule femme qui a siégé dans les 3 assemblées de la République, vous l'avez dit, première femme noire élue au Conseil de la République. Les raisons qui expliquent, malgré ça, malgré son parcours, qu'on la connaisse finalement assez mal. Comment est-ce que vous l'interprétez? Ça vient d'où? Parce que femme, parce que noire, parce que pas suffisamment d'ancrage local, parce que dans l'ombre de son mari, ça vient d'où? Je crois que c'est un peu tout ça. Je crois que c'est un mélange de tout ça. Je crois que c'est, d'abord, il y a une chose qu'elle n'a pas faite, elle n'a pas publié ses mémoires. Donc déjà rien que ça c'est un manque dans un parcours, en tout cas si on veut laisser une trace. Non, je pense que c'est un peu tout ça, c'est-à-dire que elle a été trop la femme de Félix. Elle a pas suffisamment. C'était une femme de combat, mais c'était une femme de troupe. C'est-à-dire que quand elle est au Sénat, elle est avec Jeanne Vial, et donc elles avancent ensemble. Et c'est pas Eugénie ou Jeanne Vial. Et donc il y a cette logique de on avance en troupe, on avance en bande. Donc ce qui fait qu'on se met pas particulièrement en avant. Pour autant, elle a ça dans son trait de caractère, c'est qu'elle adore les honneurs, elle adore faire la une des journaux, elle adore recevoir des décorations, mais en revanche, quand on avance et quand on travaille, c'est pour le bien collectif. Et donc le collectif passe devant l'individuel. Dernière question, vous militez pour qu'elle rejoigne Félix Eboué au Panthéon. Déjà, pour quelle raison? Et est-ce que vous êtes vraiment optimiste sur le fait qu'un jour elle puisse être véritablement reconnue par la République? Alors d'abord, je suis fondamentalement optimiste, donc oui. Pourquoi? Parce que pour 2 raisons. La première, c'est que son parcours justifie à lui seul le fait qu'elle rejoigne Félix au Panthéon, à mon sens. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, pour moi, c'est ce que j'appelle une panthéonisation amoureuse. C'est-à-dire que quand elle participe au vote qui fera que Félix Eboué sera enterré au Panthéon en même temps que Schœlcher, en 49, l'entrée se fait en 49, le vote est en 48, et elle dira à ce moment-là, mais elle dira aussi peu de temps avant sa disparition, j'aimerais tellement pouvoir retrouver Félix au Panthéon. Et donc rien que pour ça, je trouve que cette symbolique de réunir ces 2 personnages qui ont une vie qui est intimement liée à l'histoire de la République, qui est intimement liée à l'histoire des Outre-mer dans la Seconde Guerre mondiale, qui est intimement liée à la libération de la femme après la guerre, qui est intimement liée au statut des enfants. Elle a fait un travail formidable de reconnaissance des enfants issus de couples mixtes, etc. Enfin, tout ça fait qu'elle est largement légitime d'être au Panthéon. Et en cette année du 80e anniversaire de la mort de Félix, je trouve que ça serait un joli symbole qu'on annonce qu'elle puisse retrouver son mari. Ça s'appelle Eugénie Eboué, portrait d'une combattante. Merci beaucoup Guillaume Villemot d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée à vous, à bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir.